Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Scott Ritter, est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de m'inviter. Permets-moi de commencer, Scott, par ceci. Aujourd'hui, c'est le 11e ou le 12e jour de la guerre entre les États-Unis et Israël, d'un côté, et l'Iran de l'autre. Mais quelque chose s'est produit le premier jour de l'attaque contre l'Iran. Et Donald Trump affirme encore qu'il ne sait pas si c'était les États-Unis ou quelqu'un d'autre. Pete Hegseth dit qu'il est encore en train d'évaluer cela. Mais quelque chose d'étrange est sorti de l'administration Trump. Donald Trump lui-même a déclaré que beaucoup de gens possèdent ces missiles Tomahawk, qu'ils peuvent les utiliser. Il faisait référence à l'armée iranienne utilisant ces missiles Tomahawk contre une école primaire en Iran. Et voici ce que Michael Malouf, l'ancien analyste du Pentagone, a déclaré sur RT, Russia Today, à propos de ce qui s'est passé. Cela venait des États-Unis. Comme vous le soulignez, seuls 4 pays en dehors des États-Unis possèdent des Tomahawks. D'après ce que je comprends, cela provenait de navires américains et il s'agissait d'une double frappe, au moins 2 missiles. L'un est tombé et a touché l'école. Les enfants, d'après ce que j'ai compris, étaient en train d'être évacués, les élèves survivants, vers une autre partie qui n'avait pas été bombardée, puis le second est tombé et a tué les enfants et le personnel restant. C'est donc une chose vraiment terrible, et Trump est simplement dans le déni. Il doit reconnaître sa responsabilité. Oui. Quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est produit? Parce qu'encore aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Iran. Ce qui s'est passé le premier jour est tellement important, tellement influent. Tu sais, beaucoup de gens en parlent encore. C'était une telle tragédie quand on y repense. Eh bien, c'est une tragédie. C'est aussi un crime de guerre. Tout d'abord, il faut commencer par dire qu'aucune enquête publique n'a été menée par les États-Unis. Donc nous travaillons dans le vide. Je respecte M. Malouf et je suis d'accord avec lui, mais nous ne savons pas de quel navire le missile a été tiré. Nous ne savons pas non plus quelle variante du Tomahawk a été utilisée. Mais encore une fois, sur le plan médico-légal, nous pouvons reconstituer une grande partie de cela. Les Iraniens ont fourni certaines informations et une partie de ces informations prouve qu'il s'agissait d'un Tomahawk. Rappelez-vous, ce sont les images provenant d'Iran qui montrent qu'il s'agissait d'un Tomahawk lors de la seconde attaque. Mais il faut bien préciser que toute conversation approfondie, ce qui, j'en suis sûr, est ce que vous souhaitez, va nécessiter une spéculation éclairée, le fait de relier les points entre eux. Maintenant, la bonne nouvelle, Nima, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui a été décoré 2 fois par le directeur de la CIA pour avoir su relier les points, et décoré par le général Schwarzkopf pour la même raison. J'ai reçu beaucoup de distinctions pour ma capacité à relier les points. Je suis plutôt doué pour ça. Donc je suis prêt à me prêter à cet exercice avec vous. Mais je veux simplement que les gens comprennent que tant que nous n'aurons pas les rapports officiels, tant que nous ne disposerons pas de données concrètes, il y aura forcément beaucoup de spéculation. D'accord, nous savons que les États-Unis ont lancé un grand nombre de missiles de croisière Tomahawk le premier jour de l'attaque. Le nombre exact, encore une fois, n'a pas été communiqué par le Pentagone, à ma connaissance, ni les sources, ni les navires d'où ils ont été tirés. Mais, en gros, nous savons que la marine américaine utilise ce qu'on appelle le bloc FAF, la 4e génération du Tomahawk. Le bloc SAV, qui est en cours de développement, SNAM, a peut-être déjà été déployé dans certains cas, mais le bloc CATH reste le pilier de la flotte de Tomahawk. Et nous pouvons parler du Tomahawk en toute confiance,
car nous avons la photographie, et le président a en quelque sorte laissé entendre qu'un Tomahawk avait été impliqué. Il dit simplement que cela pourrait provenir de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Japon, de certaines autres nations qui possèdent ces armes, mais pas des États-Unis. Pourtant, cela vient des États-Unis. Il n'y a littéralement aucun doute à ce sujet. Le Tomahawk Block Thoth, disons qu'il est lancé depuis un destroyer Aegis de classe Arleigh Burke ou une autre classe, est lancé depuis une salle de contrôle. Chaque missile peut être programmé et en réalité, le bloc Thoth peut être programmé pour jusqu'à 15 cibles différentes, parmi lesquelles on peut choisir. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on peut le rediriger si nécessaire. Disons que vous êtes en train de tirer et qu'il faut vous rediriger vers une autre cible prioritaire. Il y a un lien de communication et la salle de contrôle peut en réalité les rediriger et tout cela. Mais en gros, il fonctionne selon un plan directeur. La frappe initiale est une opération très soigneusement planifiée et tout repose sur le moment précis de l'impact. Il ne faut pas la déclencher trop tôt et donner un avertissement. Donc tout est coordonné pour que la frappe se déroule à peu près en même temps. Vous allez lancer, un navire est ici, un autre là-bas. Le navire le plus éloigné tirera en premier, puis ce sera votre tour. L'idée, c'est que vous allez intervenir et atteindre votre cible au même moment où les avions volent et larguent leurs munitions à distance. Tout cela est donc minutieusement chorégraphié. Les cibles sont choisies pour un effet maximal, le choc et l'effroi, les buts et les objectifs, si l'on veut neutraliser tel ou tel élément. Donc, vous savez, toutes ces données doivent être prises en compte. Pourquoi puis-je en parler? Eh bien, j'ai contribué à planifier la campagne aérienne stratégique contre l'Irak, et je sais intimement ce qui a été mis en œuvre lors de la frappe de la première nuit contre l'Irak pendant l'opération Tempête du désert. Et vous savez, les mêmes facteurs se répètent. On peut donc imaginer que, même s'il y a eu des mises à jour technologiques, les mêmes concepts s'appliquent ici. En gros, un ensemble de cibles était choisi, puis chaque cible était sélectionnée. On attribue une arme à chaque cible en fonction des dégâts souhaités, de la disponibilité des armes, et ainsi de suite. Certaines seront frappées par des avions, d'autres par des missiles de croisière. C'est donc ce que vous faites. Maintenant, que contient cet ensemble de cibles? C'est là que les priorités de la campagne entrent en jeu. Nous savons deux choses. Le changement de régime faisait clairement partie des priorités. Et la neutralisation des capacités iraniennes en missiles balistiques ou de croisière en était une autre. Je reçois des appels téléphoniques sans arrêt. J'essaye de rester calme. J'ai perdu mon sang-froid lors de ma dernière interview, alors j'essaie de garder mon calme cette fois. Ma femme m'a dit d'arrêter de faire des interviews parce que je m'implique trop émotionnellement. Mais vous savez, quand on parle du meurtre de 176 enfants, comment ne pas être ému, surtout quand c'est votre propre pays qui a commis un massacre. Bref, revenons au ciblage. Maintenant, nous avons différents types de cibles. Normalement, ce qui se passe, c'est que vous avez des spécialistes du ciblage, des gens comme moi, qui sont assis derrière un bureau et passent la liste en revue. Il existe une base nationale des cibles. Tout ce qui existe dans le monde est ciblé par les États-Unis. Nous avons pris des photographies de tout. Chaque photo que nous prenons, chaque lieu, qu'il s'agisse d'un pont au Tadjikistan ou d'un entrepôt à Vladivostok, est dans la base de données et chaque image a un numéro de cible qui lui est attribué. Avant, je faisais tout ça sur microfiche. On plaçait l'ancienne microfiche, on faisait le travail manuellement, on écrivait les notes à la main, puis on imprimait et on assemblait le tout. Ensuite, nous avons eu des ordinateurs et tout a été informatisé.
on pouvait taper des mots-clés et retrouver toutes ces informations. Mais c'est un travail difficile, car maintenant, il faut fouiller dedans, et bien souvent, tout n'a pas encore été numérisé. Donc, même si tu obtiens la liste principale, tu dois aller consulter les microfiches, sortir le lecteur et te ruiner les yeux à les lire, ou bien les imprimer, puis taper toi-même tes rapports. J'ai fait ça en 1985, quand nous avons passé en revue le plan de cible pour l'Iran d'ailleurs, l'invasion de Bandar Abbas. J'ai parcouru toute la base de données des cibles. Je les ai mises à jour. J'ai vérifié des choses du genre. Ce pont existe-t-il encore? Le pont a été construit en 1956. Eh bien, bon sang, on est en 1985. Tu penses que le pont est toujours là? A-t-il été remplacé? S'il a été remplacé, quel est le type de construction du pont? Faut-il modifier les paramètres de ciblage? Les routes ont-elles changé? Je veux dire, ce pont pouvait être stratégique en 56, mais peut-être qu'une route plus grande a été construite depuis et qui ne l'est plus. On peut vérifier. Il fallait tout passer en revue. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, tu sais, tu refais la même chose. Mais le point essentiel, c'est qu'il faut confirmer chaque cible. Ce que c'est. Il faut confirmer de quoi elle est faite, parce que cela joue un rôle dans la manière dont on va la faire exploser. Et puis il faut aussi examiner et se dire que, tu sais, en 1956, quand ce pont a été construit, il y avait un village ici. Mais ce village a pu s'agrandir. Nous avions remarqué un taux d'expansion en 1956. Peut-être que ce village s'est en fait développé autour du pont et qu'il y a peut-être maintenant une mosquée juste à côté du pont. Nous devrions peut-être examiner les images et les évaluer. Il faut donc le faire. Il faut aller les mettre à jour. Il faut s'assurer que si nous faisons exploser quelque chose, il y a une raison de le faire et que nous ne frappons pas par inadvertance une école, une mosquée, un hôpital, quoi que ce soit de ce genre. C'est la loi de la guerre. La loi de la guerre l'exige. Les conventions de Genève de 1949, puis le protocole additionnel de 1967, ont été intégrés dans le manuel du droit de la guerre du département de la Défense. Donc, je n'invente rien, mesdames et messieurs. Lorsque vous prêtez serment de soutenir et de défendre la Constitution, c'est de cela qu'il s'agit, la loi de la guerre. Tu parles de l'état de droit. Et les professionnels de l'armée prennent ces choses très au sérieux, car c'est notre travail. Nous ne sommes pas là pour faire ce que Pete Hegseth appelle un meurtre. Nous sommes là pour défendre et protéger la Constitution. Et si notre commandant en chef nous donne l'ordre de partir en guerre, nous devons nous assurer que la guerre que nous menons, en plus d'être meurtrière, efficace et victorieuse, soit légale et morale, et juste dans la mesure où une guerre peut l'être, tu vois, morale et juste. Tu tues des gens. Mais tu sais, le droit de la guerre est une chose étrange, car il crée en quelque sorte un cadre juridique pour commettre un meurtre. Mais c'est ce que dit la loi. Alors c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait. Et donc, quelqu'un est censé faire cela maintenant pour l'Iran. Mais comme je l'ai dit, la base de données sur laquelle je travaille pour le plan d'opération visant à entrer à Bandar Abbas était un plan de guerre qui existe depuis un certain temps. Il comportait un ensemble d'objectifs établis que je devais nettoyer, retirer certaines cibles, en ajouter de nouvelles, ce genre de choses. Mais il y avait un ensemble d'objectifs. Ce plan de guerre qui est actuellement exécuté contre l'Iran est complètement différent. Il s'agit d'une campagne aérienne stratégique qui a littéralement été montée en janvier. Parce que nous savons que le plan de guerre du 17 janvier, quand Donald Trump disait « l'aide est en route », existait, mais c'était un plan de guerre pour un changement de régime. Et il a été arrêté parce que le Pentagone a dit « et les missiles alors ?» Si nous bombardons le régime et qu'ils commencent à lancer des missiles, nous n'avons pas ici une capacité défensive suffisante.
Il faut les neutraliser. On ne peut pas simplement les laisser tirer des missiles à volonté. C'est pour cela qu'ils ont arrêté l'action en janvier. C'est pour cela que nous avons déployé toute cette défense aérienne. Les THAAD, les Patriots. Nous avons renforcé le dispositif. Et ensuite, sous ce parapluie de protection perçue, nous avons fait affluer la puissance militaire. Et cette puissance militaire a dicté le plan. Nous avions des navires qui arrivaient, des avions qui arrivaient, et ensuite ils ont dit « Voici les ressources dont nous disposons, donnons-leur des cibles ». Et ils ont commencé à inventer les cibles parce qu'ils n'étaient pas prêts à mener cette opération nationale de neutralisation. Maintenant, ils établissent les cibles. C'est un plan de guerre qui a été monté très rapidement. C'est normal, parce que c'est ce que font les officiers du renseignement. C'est notre travail. C'est pour ça qu'on est gros, qu'on mange des donuts et qu'on porte des lunettes. Parce qu'on reste assis derrière un bureau, on observe des choses et on prend des décisions. Certains d'entre nous sont sur le terrain, un peu plus affûtés et durs à cuire. Mais dans l'ensemble, les officiers du renseignement ne mènent pas une vie glamour. Ce n'est pas James Bond. Cela consiste à rester derrière un bureau et à évaluer des données, à les passer en revue. Mais on ne fait plus ça maintenant. Vous voyez le travail que je faisais autrefois, ils l'ont rationalisé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour le ciblage. Et je déteste le terme intelligence artificielle parce qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est essentiellement basé sur des paramètres. On dit « parcours cette base de données ». Tu te souviens de cette base de données dont je te parlais, toutes ces choses? Tout est ciblé, tout est là. Ils ont les dimensions et tout le reste. Alors maintenant, quelqu'un dit « bon sang, nous sommes censés bombarder des installations que le commandement des gardiens de la Révolution pourrait utiliser pour dissimuler des missiles, des dépôts de missiles, etc. » Donc il y a l'installation navale de Manab. Elle comporte des entrepôts et des bâtiments. Et ils se disent, d'accord, voici les dimensions de la structure que nous recherchons, temps sur temps. Générer une liste de cibles de toutes les structures qui répondent à ces critères. Et l'intelligence artificielle s'en charge. Maintenant, c'est acceptable. Je veux dire, c'est une bonne façon de lancer le processus. Si vous voulez faire ça, très bien. Mais je voudrais quand même vérifier, parce que, vous savez, j'ai confiance dans le cerveau humain. Et je suis le genre de type qui croit qu'il y a toujours une pépite qui n'a pas été trouvée. La cible la plus importante n'est pas celle qui saute aux yeux. Si je passe assez de temps à la table blanche à regarder une photographie, je finirai par me dire « voilà la vraie cible ». L'IA ne peut pas te donner ça. Ce cerveau, oui, parce que je réfléchis. Donc je voudrais quand même vérifier, mais c'est une bonne façon de commencer. On commence par ça. Maintenant, la base de Manab était autrefois une grande base, tout entière. Et donc, dans la base de données, l'IA, au lieu de faire la distinction, ce que tu sais, le cerveau humain ferait, se dit « eh bien mince, tu me tires un ensemble de données de 2005. » Et à cette époque, Manab était une immense base navale des gardiens de la Révolution. Mais nous savons qu'en 2013, ils ont découpé cette section. Ils l'ont découpée. Et je vais simplement vous donner un autre exemple. Nous gérons un programme, ou plutôt, nous en gérions un. Je ne sais plus trop où nous en sommes maintenant. Mais vous savez, chaque Iranien qui quitte l'Iran va à Dubaï et se livre à la contrebande est débriefé par la CIA. Nous avons une présence de la CIA là-bas, à Abu Dhabi, et dans tous ces endroits. Nous parlons à tout le monde. Alors, que se passe-t-il pour ce gamin, le Basij, qui rejoint le commandement des gardiens de la Révolution? Il est affecté à Manab, fait ses 2 ans de service, en sort, puis trouve un emploi sur un bateau de pêche, un dhow, et commence à transporter des marchandises entre Abu Dhabi et ailleurs. Maintenant, il revient et nous le surprenons en train d'acheter de l'herbe. Parce que, vous savez, les Iraniens sont humains.
Donc il est là, en train de fumer de l'herbe, et les locaux l'ont attrapé. Alors nous nous asseyons et disons « Hé, ce qu'on veut de toi, qui étais-tu? » « J'étais ceci, j'étais simple soldat. »« Ah, donc tu étais à Manab? »« Ouais, voici une carte, parle-nous de Manab. » Et il s'assoit et nous montre tout. Nous disons « D'accord, ce que tu fais, c'est que quand tu y retourneras, parle simplement aux gens et essaye d'obtenir des nouvelles. Va voir tes amis qui sont encore là-bas, puis reviens et nous ferons un rapport. » Et ils le font. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ces dossiers cibles dont j'ai parlé sont continuellement mis à jour grâce aux renseignements humains ou à l'imagerie. Nous avons des analystes d'images qui les examinent à plusieurs reprises et disent « Ah, Manab s'est agrandi ici, a fait ceci, cela. » Puis cette évaluation d'imagerie est transmise aux agents du renseignement humain qui s'assoient et discutent avec la source. Et on a entendu dire qu'un nouvel endroit a été construit à Manab. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et on fait ça. C'est comme ça qu'on élabore des dossiers de cible. Je ne sais pas si on le fait encore parce que, tu sais, c'est beaucoup de travail. Et beaucoup de gens pensaient que c'était que du travail ingrat parce qu'on n'allait jamais faire la guerre contre l'Iran. Alors pourquoi perdre autant de temps à rassembler des informations sur les cibles à Manab? Mais on faisait ça avant. C'était une pratique courante. Le fait est, il y a beaucoup de données là-bas, mais à moins que l'IA ne soit intégrée, peut-être que le système d'IA n'y a pas accès. Parce que le renseignement humain, c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec tout le monde. C'est compartimenté. C'est compartimenté. Et certaines informations sensibles issues du renseignement d'imagerie, certains éléments sensibles du CGINT, sont également compartimentés. Donc si je fais une vue d'ensemble, un simple top secret de base, cela signifie que pour un plan de frappe, c'est classé top secret parce qu'on va frapper, mais on ne parle que d'informations secrètes. Pas de CI, pas d'informations spéciales. Juste un nettoyage de base des données secrètes. C'est de l'analyse d'imagerie de base, à l'ancienne, rien de sophistiqué. Donc, cela va produire la carte la plus ancienne possible. Elle ne contient pas toutes les mises à jour du renseignement humain. Elle ne contient pas non plus les mises à jour CGINT qui indiquent les fréquences utilisées sur place ou qui fournissent un ordre de bataille. Tu sais, on intercepte cette fréquence. Voici les unités rattachées. C'est ici, boum, boum. Celle-ci s'est déplacée ici, celle-là s'est déplacée là. Ce bâtiment est maintenant vide. Tu vois, celui-ci a été transformé en hôpital et celui-là en école. Nous n'avons pas ces données parce qu'elles sont sensibles. Tu fais simplement une analyse de renseignement à grande échelle des données. Alors maintenant, tu génères, disons Manab, et les preuves indiquent qu'il y avait 1, 2, 3, 4 cibles d'intérêt identifiées à Manab. Cela signifie que 4 bâtiments d'une taille spécifique, jugés utilisables par les Iraniens pour dissimuler des missiles de croisière, des drones ou autre chose, s'y trouvent. Nous allons donc frapper ces 4 bâtiments. Nous avions autrefois quelque chose. En 2023, l'administration de Joe Biden a approuvé une directive visant à créer ce qu'on appelait l'équipe de ressources pour la réduction et l'atténuation des dommages civils. Leur mission consistait à travailler avec les commandements pendant qu'ils élaboraient des plans d'action et des listes de cibles. Ils devaient examiner les cibles et évaluer chacune d'elles pour s'assurer qu'elles correspondaient bien à ce qu'elles devaient être. Qu'elles n'étaient pas à côté d'une école, qu'elles n'étaient pas une école, qu'elles n'étaient pas une mosquée. C'était leur travail. Maintenant, c'est contraignant. Je peux comprendre que si vous êtes un combattant qui veut bombarder et qu'un type comme Scott Ritter arrive soudainement en disant « Hey, il y a une mosquée de l'autre côté de la route. Quelles munitions comptes-tu larguer là-dessus ?» Cela puisse poser problème.
Une bombe de 900 kilos ne va pas suffire. Si vous larguez une bombe de 900 kilos, vous allez provoquer des dommages collatéraux, et la loi nous interdit de faire quoi que ce soit contre cette mosquée. Eh bien ça, ils n'aiment pas l'entendre. C'est contraignant, cela limite la capacité de l'armée à être létale. Non, cela s'appelle l'état de droit, la Constitution. C'est une chose, si vous y croyez. Eh bien, Pete Hegseth arrive. Maintenant, il est secrétaire à la guerre, et il dit « Je supprime tout ça. Je supprime tout. » Il a annulé cette directive. Il n'y a plus d'équipe de réduction des dommages civils. Il n'y a plus d'examen des cibles. Nous sommes sans règles. Et il l'a dit. Aucune règle d'engagement. Aucune règle d'engagement restrictive. Nous sommes dans la létalité maximale. Létalité maximale. Alors maintenant, l'unique équipe qui aurait pu venir et inspecter les entrepôts. D'accord, le troisième que vous voulez vérifier, c'est un hôpital, les gars. On ne bombarde pas les hôpitaux. Oh, et ce bâtiment là-haut. C'est une école. Nous le savons depuis 2016. C'est un collège pour filles. Nous avons beaucoup de rapports à ce sujet. Un homme est venu sur un boutre et nous a dit qu'ils avaient délimité cet endroit et sa fille fréquente effectivement cette école. Il a donné les noms des professeurs et tout. Nous avons tout cela dans un rapport. Cette équipe a été supprimée. Maintenant, nous n'avons plus que 4 cibles. Et nous arrivons donc au premier jour de la guerre. Et nous avons là-haut un destroyer de la classe Arleigh Burke et il participe à l'opération. Il a reçu sa mission. Il est capable d'enchaîner un certain nombre de tirs, donc il peut gérer plusieurs tâches. Mais il y a une équipe à bord qui a reçu pour mission de surveiller l'attaque sur Manab et elle va tirer les munitions nécessaires. Donc, vous avez 4 cibles. Il vous faut 4 points d'impact. Mais voici le problème. Maintenant, c'est un chiffre classifié, donc je vais en inventer un, car je n'ai pas le droit d'en parler. Nous savons que le Tomahawk ne fonctionne pas un certain pourcentage du temps. Nous le savons depuis la guerre du Golfe. Beaucoup de données sur la manière dont nous avons mené cette guerre ont été déclassifiées. Ce qu'ils ne vous diront pas, c'est le taux d'échec du Tomahawk, parce qu'ils ne veulent pas que personne ne le sache. Mais nous en avons une idée approximative, car nous avons tiré une 60aine de Tomahawk contre la Syrie. Vous vous souvenez, en 2017, Donald Trump, et nous savons que, je crois, 21 d'entre eux n'ont pas fonctionné. Cela fait environ un tiers de ratés. Maintenant, je ne dis pas que cela a un lien avec la guerre du Golfe. Je n'ai pas le droit de le dire. Je dis simplement, en Syrie, environ 1 sur 3 n'a pas fonctionné. C'est beaucoup. Mais pour vous donner une idée de ce que pense l'armée, encore une fois, je ne fais qu'utiliser des données, les gars, il y avait 4 cibles, et ils ont tiré 5 missiles. Pourquoi tirer 5 missiles? Parce qu'on prévoit 1 sur 4 ne fonctionnera pas. Cela représente un taux d'échec d'environ 25%. Je ne dis pas que c'est le chiffre exact. Je dis simplement que c'est ce qui semble se passer ici. Donc, on envoie 4 missiles de croisière vers la cible. Chacun a un objectif précis. Le 5e, un bloc TAF, a la capacité de survoler le site, de prendre des images et de les renvoyer au navire, afin qu'il puisse suivre l'évaluation des dégâts de combat. L'idée est de frapper toutes ces cibles, de les neutraliser, tout en anticipant la possibilité qu'1 sur 4 échoue. C'est pourquoi le 5e est là en réserve. S'il y a un échec, il peut réattaquer. Ainsi, les 4 premiers arrivent, bam bam, frappent les 2 entrepôts et ouvrent des brèches. Rien. Aucune explosion secondaire, rien. C'est vide parce que, bon sang, Manav ne fonctionne plus depuis un moment. Nous le savions grâce au rapport des défecteurs et tout le reste, mais l'ordinateur ne le savait pas. C'est une IA. Et nous n'avions pas d'équipe civile d'atténuation qui aurait pu le confirmer. Je veux dire, si j'avais fait partie de cette équipe,
J'aurais dit que je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans, mais c'est possible. C'est une cible militaire. Donc ce sont de bonnes cibles. Frappez-les. Les 2 premières cibles sont de bonnes cibles. Vous avez le droit de les frapper, pas de problème. La troisième, c'est un hôpital. Nous avons percé un trou dans l'hôpital et de la fumée en sort. Alors je dirais, eh bien nous l'avons touché, il y a de la fumée. Bons effets secondaires. Mission accomplie. Maintenant, si j'avais fait partie de l'équipe d'atténuation, j'aurais dit, les gars, vous venez de commettre un crime de guerre car vous avez frappé un hôpital. Gardez cela à l'esprit. Nous avons commis un crime de guerre parce que nous avons frappé un hôpital. Mais ce n'est pas grave. Oublions ça. Passons maintenant à l'autre cas. L'impact se produit, nous obtenons un effondrement partiel. Mais maintenant, le missile vole encore. Il voit 2 trous sans fumée. Il voit le 3e trou avec de la fumée et il regarde la 4e cible. Et qu'est-ce qu'il voit? Du mouvement au sol. Il voit beaucoup de mouvement au sol. Des gens à l'intérieur se dirigeant vers un bâtiment, des gens à l'extérieur s'approchant de ce bâtiment. Et les gars sur le navire, ils sont là, assis. Leur travail, c'est de le détruire. Alors ils se disent, d'accord, détruit, détruit, détruit. Mouvement, des gens arrivent. Nous n'avons pas complètement neutralisé cette cible. Réattaque. Alors le missile de croisière repart, boum, frappe la cible. La réattaque. Maintenant, ce qui est intéressant avec le bloc 4, c'est l'ogive probablement utilisée dessus. J'ai oublié son nom exact. Mais c'est une munition à effet combiné. Elle est conçue pour percer le béton, puis exploser à l'intérieur et détruire ce qu'il y a dedans. Donc on n'obtient pas la pleine puissance d'une bombe de 1000 livres, parce que ce n'en est pas une. Elle est plus petite. C'est une munition à effet combiné. L'autre chose à propos du bloc 4, cependant, c'est que lorsqu'ils l'ont testé, ils se sont rendus compte qu'il restait beaucoup de carburant non explosé. C'est de l'énergie potentielle, car, encore une fois, il s'agit de munitions. Ils l'ont donc conçu de manière à pouvoir convertir le carburant non utilisé en une explosion fuelaire, produisant un effet thermique supplémentaire sur la cible. Celui-ci est donc descendu, a traversé tout le bâtiment par lequel les gens entraient. On obtient les effets combinés. Explosion de fragmentation, explosion explosive, mais en plus on a un petit effet thermobarique qui brûle tout à l'intérieur. Et bien sûr, ils ont frappé, et c'est fini. 4 sur 4. Beau travail. Le problème, c'est que la dernière cible était une école. Le premier missile de croisière qui a frappé a fait s'effondrer certaines des structures liées au fonctionnement de l'école. Les enseignants et les élèves survivants, et beaucoup ont survécu, étaient conduits vers le dernier endroit encore sûr. Il y a eu des victimes lors de la frappe initiale, mais beaucoup ont survécu. C'est un peu comme lors d'une fusillade dans une école. On emmène les enfants à la cafétéria, à la bibliothèque, à l'endroit sûr, l'endroit où ils seront en sécurité. S'il y a une tornade, on les emmène au gymnase. Eh bien, l'endroit le plus sûr dans cette structure était la salle de prière. On emmène les enfants à la salle de prière. Et donc, ils les évacuent. Les enfants arrivent, les enseignants les amènent, essayant de les calmer. Ils appellent aussi les parents, disant « Hey, il s'est passé quelque chose ici. Vous devez venir chercher vos enfants. » Alors les parents commencent à arriver. C'est ce mouvement que le missile de croisière voit, ce que les hommes sur le navire voient. Ils voient les enseignants emmener les enfants dans la salle de prière, les premiers secours arriver, les parents venir récupérer leurs enfants. Mais ils ont tout de même ordonné une nouvelle attaque. Si vous lisez les témoignages venant d'Iran, ils en parlent. Un parent a dit « Je n'ai pu reconnaître mon enfant qu'à cause de son sac à dos. » Parce que ce qu'il restait de mon enfant, ce n'était rien.
des cendres, brûlées, incinérées. C'est l'effet de la caserne thermique. Je n'ai pu reconnaître l'enfant qu'à cause du sac à dos. Vous savez, d'autres parents ont parlé de la même chose, de l'horreur qu'ils ont vécue là-bas avec leurs enfants morts. C'est une chose de sortir un corps sans vie des décombres. C'en est une autre de n'avoir plus rien à cause de ce qui s'est passé. 176, je crois que le nombre a peut-être encore augmenté depuis, peut-être autour de 180. Enfants innocents âgés de 6 à 12 ans ont été assassinés. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. C'était un meurtre délibéré. Ce n'était pas un accident. Il n'y a pas d'accident dans la guerre. J'essaye simplement de te dire, surtout que la manière de réduire les risques d'accident consiste à mettre en place des procédures, comme la création d'une équipe de réduction des dommages civils qui examine les cibles pour s'assurer qu'elles respectent le droit de la guerre, ce qui n'est pas facultatif. Le droit de la guerre est obligatoire. Si tu le désobéis, il existe effectivement une loi en vigueur aux États-Unis, la loi sur les crimes de guerre. Tu sais quelle est la peine pour avoir commis délibérément un crime de guerre? La mort. La mort. Donc, si tu fais partie de l'armée américaine et que tu commets délibérément un crime de guerre, tu peux être condamné à mort. Et ce qui s'est passé à Manab est un crime de guerre, parce qu'il y a eu tellement de défaillances. Nous sommes censés être des professionnels militaires. Nous savons quelles sont les lois. Nous n'avons pas le droit de bombarder des écoles. Nous n'avons pas le droit de bombarder des hôpitaux. Nous n'avons pas le droit de bombarder des mosquées. C'est assez clair et net. Et nous avons un devoir et une responsabilité, en vertu du droit international, de faire le travail nécessaire, de nous assurer que nous respectons ce qu'on appelle la distinction. Nous devons distinguer les cibles militaires des cibles civiles. C'est un devoir avant de bombarder, surtout dans un contexte planifié où l'on dispose du temps nécessaire. C'est autre chose quand on est sous le feu. Je veux dire, il y a alors beaucoup plus de latitude. Si je suis sous le feu, que je subis des tirs et que mes marines tombent, je riposte. Je n'ai pas le temps de rester là à faire une analyse complète de la cible. Je vais simplement éliminer la menace qui pèse sur mes marines. Donc il y a beaucoup de latitude. Ils disent « Scott, tu as tiré sur une école. » Eh bien, bon sang, il y avait une mitrailleuse qui me tirait dessus depuis cette école. Par conséquent, elle a perdu son statut protégé. Vous savez, on peut un peu contourner le système de frein et contrepoids. Mais quand on mène une attaque planifiée à l'avance, sans menace imminente, on choisit le moment et la date que l'on veut. Et c'est ce qui s'est passé le premier jour. Nous avons choisi le moment et la date. Nous avons décidé d'attaquer cet endroit à 7 heures, ce jour-là, avec cette munition. Donc si vous allez faire cela, vous devez respecter le droit de la guerre. Vous le devez. Chaque fois que vous pouvez placer une munition sur une cible, vous avez la responsabilité légale de vous assurer que cette cible est une cible militaire. Et l'autre raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il existe un autre principe appelé la proportionnalité. Il faut s'assurer que la munition utilisée est proportionnée à l'objectif que l'on cherche à atteindre. Par exemple, nous avions ce bâtiment là-bas. Il ne serait pas permis d'y larguer une bombe nucléaire simplement pour détruire des missiles de croisière qui pourraient s'y trouver. Ce serait un usage disproportionné de la force. Nous ne pourrions probablement même pas y larguer une Moab. On ne veut pas non plus y larguer une bombe de 900 kilos. Encore une fois, la proportionnalité. On utiliserait donc un missile de croisière avec une ogive à effet combiné, on percerait un trou dans le toit et on détruirait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est proportionnel à la menace, la loi de la guerre. Ils ont respecté cela. Mais ils n'ont pas fait le... Mes chiens sont aussi bouleversés par l'utilisation de missiles de croisière contre des enfants. Mais ils n'ont pas respecté l'obligation de distinction.
Ils ont choisi de ne pas le faire parce que Pete Hicks disait que c'était trop contraignant. Les guerriers létaux ne font pas de distinction. Nous tuons. Je veux dire, littéralement, il disait cela. Nous tuons. Nous sommes au maximum. Et ce n'est pas seulement l'équipe de réduction des dommages civils. C'est une couche supplémentaire qui a été ajoutée parce qu'après la guerre mondiale contre le terrorisme, les États-Unis ont constaté que, même si la loi nous oblige à faire la distinction, de nombreuses fois les planificateurs militaires passaient simplement outre. Et donc, il s'agissait d'une procédure supplémentaire mise en place pour s'assurer que nous respections le droit de la guerre. Il existe désormais une directive qui stipule qu'il faut le faire, et des ressources sont prévues à cet effet. Mais Hegseth s'en est débarrassé. C'est donc un acte prémédité. Supprimer les contraintes, supprimer les procédures qui auraient permis d'éviter un crime. Vous savez, c'est un crime de guerre horrible commis par un secrétaire à la défense. Je sais que certains veulent l'appeler le secrétaire à la guerre, mais ce n'est pas le cas. C'est le secrétaire à la défense. C'est le terme juridique pour quelqu'un qui a commis un crime de guerre. Et cela relève de l'intention. Nous savons qu'il avait l'intention d'être aussi meurtrier que possible, car il l'a dit lui-même. Et il a facilité le crime en éliminant tous les mécanismes de contrôle et d'équilibre qui auraient pu l'empêcher. Il a également échoué dans la manière dont il a géré la sélection des cibles. Si l'on décide de sous-traiter à une plateforme civile d'intelligence artificielle ce que nous avons fait, il faut une supervision. On ne peut pas simplement recevoir un paquet et dire « c'est bon ». Non, il faut faire preuve de diligence raisonnable. Il faut quelqu'un pour tout examiner et s'assurer que tout est en ordre. Ils ne l'ont pas fait. Pete Hegseth l'a fait. Il a rationalisé le meurtre. Et ensuite, l'armée américaine a exécuté le meurtre. Ainsi, chacun de ses enfants a été tué par la marine des États-Unis lors de cette opération. Et toutes les personnes impliquées dans cette chaîne de décision létale doivent être tenues pour responsables. Certains disent, eh bien, pourquoi les marins feraient-ils cela? Parce que vous avez un devoir moral, selon le droit de la guerre, avant d'appliquer des munitions sur une cible, de vous assurer que le droit de la guerre a bien été respecté. Si vous allez détruire une cible, vous avez le droit de demander « Cette cible a-t-elle été correctement vérifiée ?» Vous m'avez remis un dossier complet, mais a-t-il été correctement vérifié? Et si vous êtes un amiral ou un général, et que vous savez que la directive a été annulée, vous avez le devoir et la responsabilité de dire « Je ne bombarderai pas cette cible tant que nous n'aurons pas effectué notre propre évaluation des risques pour les civils. » Je sais que vous avez annulé cette directive, mais elle ne remplace pas le manuel du droit de la guerre. Le manuel du droit de la guerre m'oblige à examiner cette cible. Eux ne l'ont pas fait. Ils ont sauté cette étape. Donc ce n'est pas seulement Hegseth, c'est tout le monde dans la chaîne de tir en dessous qui est coupable du meurtre de ses enfants. Il n'y a pas d'innocent ici. Aucun. Encore une fois, vous êtes ce premier maître assis sur le destroyer Aegis, regardant les images transmises par le missile de croisière au-dessus. Vous voyez des gens s'approcher et l'officier de service dit « Réattaquez ». Vous répondez « Non, monsieur, je refuse d'obéir à cet ordre ». Monsieur, nous ne savons pas qui sont ces personnes. Nous ne savons pas ce qu'elles sont. Il pourrait s'agir de premiers intervenants qui arrivent. Nous n'avons aucune identification positive de ces personnes et par conséquent, nous n'avons aucune autorité légale pour frapper cette cible. Nous ne pouvons pas frapper la cible. C'est une responsabilité légale. C'est ce qu'un guerrier moral ferait. Et l'officier, s'il était lui aussi moral et attentif, dirait « Vous avez tout à fait raison. Pas de nouvelle attaque. Quels sont les 15 objectifs là-dedans ?» Boum. Très bien. Envoyez ce missile de croisière sur, disons, la cible Alpha 01001 et terminez la mission là-bas. Ensuite,
Vous utilisez cette munition sur une cible légitime et légale. Mais si vous êtes là à regarder les corps arriver, vous devez vous arrêter, et dire nous devons savoir qui sont ces personnes. Nous ne pouvons faire aucune supposition ici. Nous devons savoir qui elles sont avant de continuer. Les choses ont changé. Nous sommes passés de la destruction d'un bâtiment à la mise à mort de personnes. Nous avons fait un trou dans le bâtiment, mais maintenant, il y a des gens qui s'y déplacent. Qui sont-ils? Que font-ils? Nous devons confirmer qu'il s'agit bien d'une cible militaire légitime avant de frapper à nouveau. Et aux personnes sur ce destroyer, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais pouvoir vous traduire en cour martiale. J'adorerais vous avoir à la barre parce que vous allez passer le reste de votre vie en prison. Il n'y a aucune défense possible pour ce que vous avez fait. Vous êtes des criminels de guerre. Et c'est pour cela que je dis à tous ceux qui servent actuellement dans l'armée américaine, vous feriez mieux de commencer à vous regarder dans le miroir, car un jour, vous aurez mon âge. En ce moment, vous avez la vingtaine ou la trentaine. Vous êtes fort, vigoureux, et vous vous dites « Je suis un guerrier, je suis dur ». J'y suis déjà passé, j'ai déjà donné, j'ai même le t-shirt, les gars. Je sais de quoi je parle. Un jour, vous aurez mon âge. Vous vous regarderez dans le miroir et vous réfléchirez à ce que vous avez fait de votre vie. Chacun d'entre vous est responsable de la mort de ces plus de 180 enfants. C'est sur vous que ça retombe. Vous les avez tués. Et maintenant, vous devez vous regarder dans le miroir et dire « Je suis un meurtrier ». Parce que c'est ce que vous êtes. Cela va vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Rien. Moi, je le fais. Je me regarde dans le miroir et je pense aux plus de 400 personnes dont je suis responsable de la mort à Amaria, parce que je faisais partie de cette chaîne de destruction, l'abri anti-bombe d'Amaria. Mais je sais que je peux me retourner et dire que j'ai tout fait dans les règles. J'ai tout fait conformément à la loi. J'ai examiné l'interception Mark 14 qui était liée au commandement et au contrôle présidentiel, eux-mêmes reliés au Scud. Et notre mission était d'empêcher les lancements de Scud. Nous étions dans une situation d'urgence où Israël menaçait d'entrer en guerre si nous ne stoppions pas ces lancements. Nous essayions d'interrompre la chaîne de décision du Scud. Donc les communications Mark 14 étaient reliées là, vérifiées. Puis nous avons posé la question, y a-t-il des preuves de personnes entrant? Non, aucune. Il n'y avait aucune preuve que cet endroit servait d'abri anti-bombe. Oui, à l'époque de la guerre du Golfe, pendant la guerre Iran-Irak, c'était le cas. Mais plus tard, il semblait que l'endroit avait été transformé en centre de commandement et de contrôle, et nous avions toutes les raisons de le croire. Nous avons fait toutes les vérifications nécessaires, et nous nous sommes trompés. Cela me hantera pour toujours. Nous avions tort. Mais nous n'avons pas commis de crime. Nous avons respecté le droit de la guerre. Nous avons fait tout ce que la loi de la guerre exigeait de nous. Et malheureusement, tragiquement, nous avons massacré beaucoup de gens. Chaque jour, je me regarde dans le miroir et le type en face me dit « Tu as fait ton travail ». C'est pour cela que je suis tellement opposé à la guerre, parce que j'ai fait mon travail. Mais nous avons tué ces gens. Nous allons devoir faire une petite pause. J'ai quelqu'un à la porte. Espérons que ce ne soit pas le FBI. Oui, c'est tragique ce qui s'est passé. Je pense que la société en Iran est totalement... Tu sais, ils sont tellement tristes à propos de ce qui est arrivé dans cette ville appelée Minab. Et il y a encore des gens dans la communauté qui en parlent entre eux. Beaucoup de ces personnes ont en quelque sorte disparu. Comme Scott l'a souligné, ils ont été réduits en cendres et ils ne sont tout simplement plus là. Ils ne savent même pas comment, tu vois, les enterrer. C'est une tragédie.
Mais nous allons revenir à la situation actuelle de la guerre dans un instant, quand Scott reviendra. Et nous allons parler de ce qui se passe en ce moment en termes de champ de bataille et d'équilibre des forces. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il semble que le système de défense aérienne d'Israël ne fonctionne pas correctement. Beaucoup de missiles passent, non seulement en provenance d'Iran, mais aussi du Hezbollah. Voyons quelle est la compréhension de Scott Ritter de la situation actuelle dans la guerre. Nous avons également reçu un rapport du général Kane qui a évoqué la situation actuelle et les objectifs des États-Unis aujourd'hui. Et voici ce qu'il a dit. Allons voir le général Kane. Allez-y, je vous écoute. Voici ce qu'il a dit. Le général Kane, Scott, a fait un rapport sur les principaux objectifs des États-Unis en ce moment. Et voici ce qu'il a dit, Scott. La force conjointe reste concentrée sur 3 objectifs militaires. Premièrement, continuer à détruire les capacités de l'Iran en matière de missiles balistiques et de drones. Deuxièmement, poursuivre les frappes contre la marine iranienne et ses moyens afin de maintenir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. Et troisièmement, commencer à agir plus en profondeur au sein de la base militaire et industrielle iranienne pour empêcher le régime de pouvoir attaquer les Américains, nos intérêts et nos partenaires dans les années à venir. Pendant ce temps, les sans-tempos de « Ouais ». Scott, quelle est ta compréhension de ces 3 objectifs mentionnés par le général Kane? Tout d'abord, je pense que ces objectifs sont mouvants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils reflètent la nature changeante de cette guerre. Ils revoient ses priorités. Vous savez, le premier objectif était de neutraliser les missiles. Eh bien, nous avons échoué. Je veux dire, j'aimerais être l'officier du renseignement. Général, objectif numéro 1, échec total. Chef. Nous nous sommes trompés dans nos calculs. Les Iraniens lancent des missiles de croisière et des missiles balistiques quotidiennement. Nous n'avons pas réussi à interdire efficacement leur capacité de lancement. Les renseignements que vous aviez sur le pourcentage de lanceurs détruits ont été réduits à néant la nuit dernière, lorsque les Iraniens ont frappé Israël avec le plus grand nombre de missiles depuis le début de ce conflit, prouvant qu'ils ont conservé une capacité de lancement de missiles balistiques largement supérieure à ce que nous estimons actuellement. Cela signifie que nous avons tout faux, général. Cela signifie que nous devons revenir en arrière et refaire une réévaluation de base, car il est clair que nous ne comprenons pas l'ennemi que nous combattons. Nous pensons frapper des cibles. J'ai donné ce briefing au général Schwarzkopf pendant la guerre du Golfe, lorsque nous avions 19 lanceurs mobiles, et qu'au bout d'une semaine et demie, nous prétendions en avoir détruit 64. Et j'ai dit, « Chef, nous ne faisons pas ce que nous pensons faire, car nous prétendons en avoir détruit 64, mais il n'y en a que 19. Les mathématiques de base indiquent qu'il y a environ 45 objets, même si nous avions détruit les 19, qu'on appelle des lanceurs mobiles, alors qu'ils ne le sont pas. Nous devons nous demander ce qu'ils sont et pourquoi nous les avons mal identifiés. De plus, nous ne détruisons aucun des lanceurs, car ils continuent à tirer des missiles à un rythme très élevé. Donc nous avons tout fait à de travers. Et j'ai mon adresse pour ça. Alors, peut-être que ces officiers du renseignement ne veulent pas se faire virer. Mais c'est votre travail, les gars. Votre travail, ce n'est pas de rester assis là à passer la pommade au général Kane. Votre travail, c'est de dire au général Kane la dure vérité. Et la dure vérité, c'est que nous échouons. Nous n'accomplissons pas la mission. Nous devons réévaluer. Et si nous continuons à larguer des bombes sur les cibles, en nous basant sur les renseignements actuels, nous allons simplement continuer à échouer.
En gros, nous allons priver l'Amérique de sa capacité à faire la guerre en dépensant des munitions, en mettant des vies en danger et sans pour autant atteindre le résultat que vous prétendez vouloir. Alors, peut-être qu'il est temps d'appuyer sur pause, stop. Parce que le problème, c'est que tant que vous continuez le combat continue de lui-même. J'ai parlé de réattaque. Quand on commence à bombarder, on procède à une évaluation des dommages de combat. On observe les effets, on envisage de frapper à nouveau. On veut atteindre l'objectif, toucher chaque cible. Et ensuite, cette cible fait partie d'un plan de campagne. En passant d'un ensemble de cibles à un autre, on avance vers la suivante. Tout se déroule alors en mode automatique. Et une fois que les gens entrent dans le rythme de la guerre, on y est déjà allé, on connaît, on a le t-shirt, on s'installe dans ce rythme, et il devient difficile d'appuyer sur stop parce que tout est planifié. Les missions de frappe ne se préparent pas instantanément. Je planifie aujourd'hui la mission de demain. Je planifie les munitions, je dois les commander. Boum, je dois commander le carburant. Je dois savoir quels pilotes seront affectés à quels appareils. Cet appareil sera-t-il opérationnel? Doit-il être immobilisé pour maintenance? Ai-je un avion de remplacement? Tout le système, la façon dont la guerre fonctionne, est en pilote automatique. Il s'alimente tout seul. Et si la machine fait une erreur dès le départ, elle ne se corrigera jamais d'elle-même. La machine ne peut pas s'auto-corriger, à moins qu'on ne fasse une pause. Il faut appuyer sur arrêt, réinitialiser, repartir. Et c'est ce qu'il faut faire avec cette histoire de missiles, si tant est que ce soit possible. Je pense que nous avons de mauvaises informations. Je pense que nous ne comprenons pas ce que font les Iraniens. Et je pense que nous faisons exploser des cibles qui n'ont absolument rien à voir avec les missiles. Parce que si c'était le cas, je pense que nous en verrions un impact bien plus important. Donc, échec sur la question des missiles. La marine n'a jamais fait partie de cette équation. Personne n'a jamais pensé que la marine en faisait partie. Si vous pensiez que la marine iranienne allait fermer le détroit d'Ormuz, vous êtes plus bête que terre. La marine iranienne n'a jamais eu l'intention de participer à la fermeture du détroit, car elle sait très bien que la marine américaine la coulerait n'importe quel jour de la semaine. Les Iraniens n'ont jamais cru qu'ils allaient pouvoir rivaliser avec les capacités des États-Unis. Ils pouvaient faire preuve de force face aux États arabes du Golfe. Ils disposaient d'une marine à capacité régionale, mais ils ne pouvaient jamais se mesurer aux États-Unis. Ainsi, dans une guerre ouverte majeure avec les États-Unis, la marine iranienne aurait toujours été coulée, et cela n'aurait aucun impact. Alors il s'est assis là et a dit « Nous détruisons la marine pour pouvoir garder le détroit d'Ormuz ouvert. » Après avoir gardé le détroit d'Ormuz ouvert. Donc encore une fois, une faille fondamentale dans ta façon de penser. En plus de toutes les munitions que tu as gaspillées à couler des navires iraniens qui n'ont aucun impact sur tout cela, tu as échoué. Général Kane, cela fait 2 échecs sur 2. Et le 3e maintenant, il va étendre la guerre au secteur industriel. Nous en sommes au 12e jour, et tu vas l'étendre au secteur industriel. Général Kane, laisse-moi te le redire, simplement en étudiant la guerre et son fonctionnement. Aucune des installations que tu vas frapper n'aura quoi que ce soit à l'intérieur. Même si tu les avais frappées le premier jour, la plupart de ces installations n'auraient rien contenu. Comme nous annoncions depuis un certain temps la possibilité d'un conflit, nous avions en réalité indiqué les endroits qui nous intéressaient. De la même manière, les Iraniens avaient évacué toutes les centrifugeuses de valeur, ou du moins les avaient reproduites et conservé un stock de sécurité dans des sites cachés, de sorte que, même si nous faisions sauter Natanz et Fordow, ils disposeraient encore de plusieurs cascades de 164 centrifugeuses, des cascades de haute capacité, des IR-8, des IR-6,
Elles sont quelque part enterrées, avec une alimentation électrique leur permettant de fonctionner. Elles ont été évacuées. Tu veux faire sauter l'usine de production de missiles. Donc en ce moment, tu as une cible ici, appelons-le Scott Ritter, et le vieux Scott Ritter va arriver et dire « Hey, voici l'usine iranienne de missiles balistiques ou de propergol solide, 16 alpha. » Les installations suivantes sont ici. Boum, 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 boum. Et je vais vous les montrer. Et ensuite, vous savez, nous avons examiné cela. Et si vous voulez, vous savez, c'est comme ceci. Vous allez devoir utiliser cette munition pour faire s'effondrer ceci. Celle-ci, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci. Boum, 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 boum. Et nous allons y placer des munitions. Mais le mélangeur qui se trouvait dans cette installation n'y est plus. C'est un mélangeur de grande valeur. Les Iraniens ne vont pas le laisser là jusqu'à ce qu'ils le fassent exploser. Tout autour, c'est du béton, donc il suffit de couler du nouveau béton. Mais le mélangeur, il est parti. Il se trouve dans une autre installation. Vers 2005, 2006, 2007, 2008, les Iraniens ont commencé sometime around 2005, 2006, 2007, 2008, the Iranians started digging evacuation sites. Ils creusent des sites d'évacuation dans les montagnes en utilisant la même technologie de forage qu'ils ont utilisée pour aider le Hezbollah à creuser des tunnels souterrains au Liban et que les Nord-Coréens utilisent également. Ils ont foré des montagnes. C'est ce qu'est Fordo, d'ailleurs. Fordo était un site d'évacuation qui a été transformé en installation d'enrichissement, tout simplement. Il existait déjà. Ils ne l'ont pas creusé spécialement pour les centrifugeuses. Il existait déjà. C'est un site d'évacuation. Il y a des centaines de sites d'évacuation à travers l'Iran dont nous ne savons rien. Nous pensons peut-être savoir où se trouvent certains d'entre eux. Et si nous y consacrions du temps, nous pourrions les localiser. C'est ce que je faisais avant, assis là, à regarder des routes. C'est un travail difficile, Nima. Faire du renseignement. Vraiment, parce qu'il faut rester assis et essayer de ne pas s'endormir. Mais, à l'époque, on se mettait simplement sur la table lumineuse et on commençait à faire défiler des routes, des routes. Reviens en arrière. Pourquoi construisent-ils une petite route ici? Suivons cette route. Où va-t-elle? Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont un camp. Ils ont des bulldozers ici. Que font-ils là? Qu'est-ce qu'ils construisent là? Cette route s'agrandit. Maintenant, de grosses pelleteuses arrivent. Des bétonnières arrivent. Ils coulent du béton à l'intérieur. Il y a un trou là. Je viens de trouver un site d'évacuation. Ciblez-le et surveillez-le. Si quelqu'un faisait ce travail, on pourrait repérer les sites d'évacuation, car rien ne se produit dans le vide. Des trous n'apparaissent pas dans les montagnes par hasard. Mais si on ne cherche pas, si on n'a pas des gens qui s'en occupent activement, alors on passe à côté de choses. Vous savez, route principale, route principale, route principale, route principale. Non. Pont, pont, pont. Non, non, non. Terminé. On ne regarde pas ce petit chemin qui part de côté. Mais si on le fait, c'est comme ça qu'on a trouvé tout ça en Irak. Parce que c'est ce que je faisais. Passer beaucoup de temps à examiner des images. Et là, tu te dis, que s'est-il passé ici? Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Il y a donc des centaines de ces sites. Nous en connaissons peut-être certains. Nous en bombardons peut-être certains. Mais c'est pour cela que, quand on cache des choses, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On répartit pour assurer, tu vois, la survie. Toutes les cibles que le général Kane parle de bombarder maintenant sont vides. Elles sont vides. Donc nous allons y aller et faire exploser du béton. C'est tout. Nous allons mettre des vies américaines en danger. Nous allons tuer beaucoup de civils innocents parce que, encore une fois, nous faisons exploser des cibles que nous ne comprenons pas. Nous l'avons prouvé dès le premier jour, car nous avons bombardé un hôpital et une école à Manav. 50% des cibles que nous avons frappées à Manav constituaient des crimes de guerre.
il y avait 4 cibles que nous avons touchées. 2 d'entre elles étaient interdites par la loi, un hôpital et une école. 50%. Maintenant, imaginez appliquer ce ratio à ce que nous faisons dans l'ensemble de l'Iran. Nous tuons beaucoup de civils innocents, car le crime de guerre que nous avons commis à Manav se répète quotidiennement. Et encore une fois, il n'y a aucune justification à cela. Absolument aucune. Les professionnels de l'armée devraient dire « Pause, il faut qu'on examine cela. » Et il faut le faire immédiatement. Il faut se demander « Pourquoi bombardons-nous cette cible ?» Qu'essayons-nous d'accomplir? Et si vous ne le faites pas, vous avez échoué et vous commettez un crime, littéralement un crime. Vous avez la responsabilité, en vertu de la Constitution, de ne pas obéir à un ordre illégal. À ce stade, vous devez tous être avertis que votre ciblage est insuffisant, qu'ils ont supprimé les freins et contrepoids exigés par la loi pour distinguer les cibles militaires des cibles civiles. Cela a été supprimé. Par conséquent, vous ne pouvez pas supposer que cela a été fait. Par conséquent, vous ne devez pas frapper la cible. Et si vous continuez à bombarder, quiconque bombarde après cela, vous commettez un crime de guerre potentiel. Alors, vous savez, c'est du faux. Kane a énuméré 3 objectifs. Les 3 sont des échecs. 2 ont déjà échoué et le 3e est voué à l'échec. Parce que je vous le dis tout de suite, nous avons appris cela en Irak. Encore une fois, c'était l'une des choses les plus stupéfiantes pour moi. Vous savez, j'étais dans une position particulière car j'étais un type qui avait participé à la campagne aérienne stratégique et qui s'y connaissait. J'étais celui qui faisait l'évaluation des dégâts des Scuds, pas seulement pour les roquettes mobiles, mais j'étais aussi celui qui examinait chaque installation liée au Scud à Taji al-Marik, partout, chacune d'entre elles. Je les ai surveillées pendant la guerre et j'ai observé la destruction qui s'est produite. J'avais aussi tout un tas d'autres ensembles de cibles que je surveillais. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller en Irak comme inspecteur des armements. Et je me souviens à quel point c'était saisissant. Vous savez, nous avons arrêté de les bombarder en février, et en décembre, j'étais là-bas. Donc vous voyez, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 10 mois plus tard, après la fin de la guerre, après avoir détruit tous ces bâtiments, je me retrouve à Bagdad pour les inspecter. Et quand on visite ces installations, il y a énormément de destruction. Mais plus on avance, plus on se demande où est le matériel. Nous avons fait exploser Taji al-Marik, qui était une usine de propergol solide pour fusées. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Général Kane, j'espère que vous m'écoutez, car vous devriez étudier cela. Vous vous apprêtez à bombarder l'équivalent iranien de ce que nous avons fait. Nous avons tout fait sauter, mais en 1992, nous y retournions déjà. En 1993, encore une fois. Et nous avons constaté que tous les endroits que nous avions bombardés avaient été reconstruits, et que toutes les installations de mélange que nous pensions avoir détruites étaient de nouveau en place, installées, en fonctionnement. Nous n'avions rien accompli. Nous avions détruit des installations, mais elles étaient toutes revenues. Nous sommes arrivés à Taji. Ils avaient tout fait exploser à Taji. Et la fois suivante, les toits étaient réparés, balayés, et tout l'équipement de production de l'usine Nasser était de retour. Ils forgeaient, pliaient le métal, tout. Nada, rien. Nous n'avons littéralement rien détruit. C'est simplement comme ça. Même chose pour le volet nucléaire. Tout a ensuite été évacué, enterré, fait exploser par les Irakiens, mais nous n'avons rien détruit. Tout a été évacué. C'était les Irakiens. Les Iraniens observent cela. Ils en tirent des leçons. Je peux vous garantir dès maintenant, avec une certitude absolue, que l'ensemble de l'infrastructure de valeur de l'Iran, les équipements de production, a été évacué vers un site caché. Donc si vous voulez bombarder une installation, allez-y, bombardez-la. Pourquoi pas? Faites sauter un bâtiment. Super.
Ça fait de belles images. Vous serez là avec les simples d'esprit qui peuplent X, Telegram et tout le reste. Tu sais, ils peuvent rester là à se repaître de ça, leur petit porno de guerre, mais ça ne sert à rien. On se contente de faire exploser des trucs et de gaspiller des munitions. On a déjà dépensé des milliards de dollars en munitions et on commence à manquer de certains types de projectiles. Mais si Kane veut continuer comme ça, alors c'est un échec en tant que dirigeant. Parce que c'est justement à ce moment-là qu'un vrai leader se lèverait pour dire « Monsieur le Président, on fait exploser des bâtiments vides. Il est temps d'arrêter. Retournons chercher les caches. » Parce que c'est de ça que cette phase de la campagne doit traiter. Les caches. Trouver les sites de dissimulation et commencer à les éliminer un par un. C'est comme ça qu'on gagne cette guerre. Faire sauter les sites de dissimulation, faire sauter les infrastructures critiques. Mais non, on va aller faire sauter des bâtiments vides. Super. Franchement, la stupidité de tout ça est ahurissante. C'est la même chose avec la marine. On coule des navires, et alors? Quand cette guerre sera terminée, l'Iran achètera de nouveaux navires. Mais ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Nous ne pouvons pas les en empêcher. Nous ne pouvons pas les arrêter du tout. Si nous essayons de faire passer nos navires, nous les perdrons. Ils sont peut-être en train de poser des mines en ce moment, je n'en sais rien. Les rapports à ce sujet sont très flous, mais ça n'a aucune importance. Aucun navire ne passe sans être attaqué, à moins que les Iraniens ne le veuillent. Mais ils n'ont pas de marine. Ils n'avaient pas besoin de marine. Vous bombardez la mauvaise cible. Voilà ce qui arrive quand des idiots jouent à la guerre, alors qu'il faut des gens intelligents capables d'évaluer l'ensemble des capacités iraniennes et de comprendre ce que nous voulons réellement accomplir. Toi et moi, nous avons déjà eu cette conversation. Je te le dis franchement, si j'avais dirigé la campagne de suppression des missiles, nous aurions été bien plus efficaces que nous ne le sommes ici. Parce qu'il faut quelqu'un qui connaisse les missiles et comprenne comment les Iraniens se sont adaptés. Donnez-moi un exemple. Quand nous sommes entrés en guerre contre l'Irak, nous avons commencé à utiliser les normes soviétiques pour estimer le temps nécessaire à la préparation d'un missile. Alors nous restions là à dire « Très bien, si nous allons faire voler une patrouille aérienne de combat en F-15E au-dessus de l'ouest de l'Irak, nous savons qu'ils doivent se déplacer. Ils doivent faire le plein sur place, donc des camions-citernes vont arriver. Ensuite, ils doivent redresser le missile, et nous prendrons des photos de cela, puis nous viendrons le détruire. Et après le lancement, il leur faudra un certain temps pour le redescendre et pour se retirer. Ce que nous n'avions pas compris, c'est que les Irakiens, enfin, je dis nous n'avions pas compris, certains d'entre nous si, parce que certains avaient étudié la guerre Iran-Irak et avaient dit « Attendez une minute, ils avancent l'Al-Hussein, le lancent, puis le retirent. » Cela signifie qu'ils ne font pas le plein au point de lancement. Ça veut dire qu'ils ont une installation à l'arrière où ils procèdent au ravitaillement. Donc, peut-être que les tactiques irakiennes sont différentes et qu'il faudrait en tenir compte. Certains d'entre nous l'ont fait et ont essayé de convaincre les autres que nous menions la mauvaise guerre, mais cela n'a pas marché. Ils ont plutôt dit « Non, ils font le plein. » Donc non. Les Irakiens, tu sais, faisaient le plein de leurs missiles à Ramadi, à l'ouest, à Abu Ghraib, à Kut et plus au sud, près de Bassora. Ils avaient des sites de ravitaillement précis. Ensuite, ces missiles étaient chargés sur les lanceurs et transportés jusqu'au site de lancement. Ils les dressaient, les tiraient, puis exécutaient une évacuation rapide. Boum, ils étaient partis. 5 minutes pour dégager le site. Donc, si nous étions à 8 minutes d'un site de lancement et qu'ils tiraient, on nous disait d'y aller, mais ils étaient déjà partis en 5 minutes.
Ils étaient déjà sur un autre site de dissimulation, recouvert de protection infrarouge. Nous ne pouvions pas voir la chaleur, ils étaient froids. Et nous cherchions, mais nous n'avions rien. Nous avions déjà mené cette guerre. Nous devions donc nous asseoir là et littéralement faire en sorte que quelqu'un passe en revue chaque système, comment il fonctionne, quelle est sa portée, examiner ses caractéristiques physiques, puis imaginer des scénarios du type « à quelle vitesse peuvent-ils se déplacer ?» Parce que les Iraniens ne vont pas agir comme en temps de paix. C'est du combat, rapide, rapide, rapide. Comment opèrent-ils rapidement? Où sont-ils? Est-ce qu'on vérifie toutes les palmeraies pour y trouver des lance-missiles, là où ils cachent leurs missiles? Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes restés là à dire, vous savez, ils vont sortir leurs missiles, ils vont les vendre, regardez, nous allons arriver, nous allons faire ceci, cela et le reste. Et donc, nous avons perdu beaucoup de temps et d'efforts à faire exploser des choses qui ne l'étaient pas, en plus d'autres leurres. Je veux dire, les Irakiens étaient très bons. Ils avaient une petite unité de leurres et avaient installé 3 sites fixes de leurres avec des lanceurs d'apparence réalistes. Et nous les bombardions. C'était en gros comme dire « Tenez, venez bombarder ça ». Pendant que nous bombardions là-bas, les Irakiens faisaient des choses du genre « D'accord, on va faire passer un convoi par ici pour détourner l'attention. » Donc ils plaçaient des leurres ici, un convoi là, et nous étions en train de bombarder et d'intercepter le convoi. Tandis que dans un bosquet de palmiers, 2 véritables lanceurs sortaient, tiraient, puis disparaissaient. Nous ne pouvions pas réagir. Toute leur campagne reposait sur ce type de tromperie. Les Iraniens ont tiré des leçons de cela. Ils ont des leurres, gonflables, réalistes. Ils sont là-bas. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été assez malins pour y mettre des barils de carburant afin de provoquer une belle explosion secondaire. C'est ce que je ferais si j'étais les Iraniens. Mais ils sont là-bas, à installer ces engins. Si un missile est en position de lancement et qu'il n'a pas été tiré dans les 5 minutes, d'accord les gars, c'est un leurre. Donc ils sont juste en train de nous piéger. Nous, on est là à bombarder des trucs, à se vanter de tout ce qu'on fait exploser. Et pourtant, ils continuent à lancer. Je ne dis pas qu'ils ne subissent pas de pertes. Je pense que si, vu l'ampleur et l'échelle. Avec les Irakiens, on ne s'occupait que de 19 lanceurs mobiles. C'était plus difficile à cibler. Ici, il y en a beaucoup plus. Je pense qu'on en touche certains. Certaines de ces images donnaient l'impression qu'ils essayaient de les dissimuler et de les récupérer. Mais encore une fois, je veux dire, je regarde ces images et je me dis, sont-ils à ce point stupides? Je veux dire, les Iraniens sont des professionnels. Alors, pourquoi choisir une cachette sous un ponceau avec le derrière qui dépasse? Si l'arrière du missile dépasse, tu sais que l'ennemi peut le voir, ce qui me dit que tu veux que l'ennemi le voie. Donc, ils ont mis un leurre sous le ponceau avec le derrière qui dépasse, et nous, on se dit, on vous a eu. On le fait exploser, on publie la vidéo, les gens font leur petite danse et tout ça, et au final, on vient juste de frapper un leurre. Ces types sont des professionnels. Les gars des missiles sont des professionnels. Ils ont repéré à l'avance chacun de leurs sites. Quand ils se préparent à un lancement, toutes leurs positions sont planifiées. Parce que les Irakiens faisaient ça, et les Iraniens sont tout aussi professionnels. Ils avaient choisi chacun de leurs sites de dissimulation. C'est ainsi qu'après avoir tiré, ils ont pu revenir à Ramadi sans jamais être détectés, parce qu'ils étaient ici. Ils surveillaient les avions, tiraient par ici, surveillaient les avions, tiraient par là, et juste, boum, 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 retour. Nous ne les avons jamais détectés. Les Iraniens sont tout aussi compétents. Donc, je n'imagine pas un type iranien dire « Très bien, on tire » et on le planque sous un ponceau en laissant notre derrière dépasser. Ils ont déjà tout mesuré. Ils se disent « Il faut qu'on entre, qu'on gère la signature thermique.
On va sous un ponceau, on va déployer une bâche. La bâche va bloquer la chaleur, parce qu'après avoir lancé un missile, il y a de la chaleur réfléchie. On abaisse la bâche, on arrive avec l'infrarouge, on ne voit rien. Nous pouvons faire des choses artificielles, comme installer un générateur de chaleur ici pour produire de la chaleur. C'est à quel point ces gars-là sont bons. Ces types sont vraiment excellents, et nous ne leur accordons aucun crédit pour cela. Si vous voulez battre les Iraniens à leur propre jeu de missiles, vous devez commencer à penser comme un chef iranien des missiles. Et nous ne le faisons pas. Nous manquons de respect à ces gens partout. Nous disons que nous sommes la plus grande armée du monde, la machine à tuer la plus létale du monde. Quand nous envoyons des avions au-dessus d'une cible, nous dominons. Eh bien, on ne peut pas dominer simplement en disant qu'on domine. Il faut réellement aller sur le terrain et dominer. Et devinez quoi? Le fait que les 3 critères objectifs du général Kane n'aient pas été atteints signifie que nous ne dominons rien du tout. Nous ne faisons que nous berner nous-mêmes. Scott, comment évalues-tu les objectifs iraniens? Que recherchent-ils et quels succès ont-ils rencontrés jusqu'à présent? Le premier objectif est la survie. Les Iraniens savent qu'il s'agit d'une guerre d'une ampleur existentielle. Cela signifie qu'on ne peut pas placer tous ses espoirs en un individu, car les gens meurent. Il faut placer ses espoirs dans une institution, dans la société, dans les institutions, dans les lois, dans la République constitutionnelle, dans la Constitution. L'Iran est conçu pour fonctionner comme une république constitutionnelle, et il a passé l'épreuve haut la main. Le guide suprême a été tué dès le premier jour, et ils l'ont remplacé avec succès conformément à la Constitution. Ce faisant, il est devenu un martyr, et la nation iranienne se rallie à la République islamique comme jamais auparavant. Ils ont donc été très efficaces sur le plan de la survie politique. Mais maintenant, il faut assurer la survie militaire, et les Iraniens l'ont, et l'ont depuis un certain temps déjà. Au départ, je pensais qu'il y avait 12 districts militaires autonomes. Quelqu'un parle de 32, donc peut-être qu'ils ont encore subdivisé, je ne sais pas. 32, ce serait bien, parce que cela signifie qu'il est plus difficile pour nous de les neutraliser. On peut frapper 12 endroits, mais 32, c'est un autre problème de ciblage. Ils ont conçu ce système pour fonctionner de manière autonome, de sorte que chacun de ces districts militaires n'a pas besoin que quelqu'un à Téhéran lui dise quoi faire. Quand la guerre a commencé, ils se sont déconnectés et ils exécutent leur plan de guerre. Maintenant, les responsables centraux essayent peut-être de diriger, de rediriger et tout ce genre de choses s'ils le peuvent. Mais s'ils ne le peuvent pas, ils ne s'arrêtent tout simplement pas. Ils continuent d'avancer. Les Iraniens ne cesseront jamais de faire pression sur l'ennemi. Jamais. Peu importe ce que nous faisons, ils continueront à aller de l'avant. C'est cela, la survie militaire. Maintenir la pression sur l'ennemi. Et puis, la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Il faut donc se demander pourquoi les Iraniens font ce qu'ils font. Eh bien, je pense qu'ils ont plusieurs objectifs politiques, mais le principal est de chasser les États-Unis du Moyen-Orient et de vaincre Israël. Au point qu'Israël ne cherche plus jamais à montrer sa force comme il le fait actuellement, à humilier Israël jusqu'à ce qu'il cesse d'être une puissance irresponsable. Il faut donc disposer des ressources nécessaires pour soutenir la lutte contre Israël. Il semble qu'ils y soient parvenus. Ils ont réussi. Et il faut cibler Israël pour savoir où se trouvent les points sensibles. Et c'est ce qu'ils font. Ils commencent à frapper toutes les cibles importantes. Et désormais, une douleur permanente est sur le point d'être infligée à Israël. Vous savez, on peut éteindre les lumières pour une nuit. Mais que se passe-t-il quand on les éteint pour toujours? Nous nous dirigeons peut-être dans cette direction. Pour les États-Unis, il faut détruire,
Eh bien, nous avons ces bases, mais pourquoi sont-elles là? Beaucoup d'entre elles existent pour recueillir des renseignements sur l'Iran, faciliter la défense antimissiles et soutenir les opérations militaires. Cela se fait grâce à des radars qui collectent des données, à des relais satellites qui transmettent ces données. Et ils ont détruit cette infrastructure. Elle n'existe plus. Maintenant, ils sont en train de causer encore plus de dégâts. Mais encore une fois, avec les Iraniens, je pense qu'ils comprennent. Les gens disent, eh bien, ils n'ont pas fait tant de dégâts à la base. Si vous faites exploser un bâtiment de caserne, qu'avez-vous accompli? Rien. Je peux reconstruire une caserne. Mais si vous faites exploser un système radar unique d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, vous ne pouvez pas le remplacer. Donc, les Iraniens détruisent des infrastructures critiques. La base peut sembler intacte, et pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas vraiment fait tant de dégâts, ils ont neutralisé la base. Elle est inutile. Je veux dire, si vous avez un étalon géant qui a remporté la triple couronne, vous allez gagner beaucoup d'argent. L'étalon va s'accoupler avec les juments. Mais si vous le castrez, votre étalon n'est plus un étalon. C'est juste un cheval, sans couilles. L'étalon américain est censé être là-bas, en train de s'accoupler dans le golfe Persique. Mais les Iraniens lui ont coupé les couilles. Donc, c'est qu'un cheval. C'est la première étape, car il va nous coûter très cher de revenir. Mais ensuite, il faut créer un environnement politique dans la région qui ne veuille pas du retour des États-Unis. Il faut s'assurer qu'un prix soit payé pour toute collusion avec les Américains. Et ce prix est en train d'être payé. On commence à voir des gens dans les États arabes du Golfe se demander pourquoi ils entretiennent cette relation avec les États-Unis. Aucune protection ne vient de là-bas. Nous sommes attaqués. Donc je pense que l'objectif politique ici est en train d'être atteint pour eux. La punition d'Israël se poursuit. Israël n'a pas encore été frappé de manière fatale, mais il se dirige dans cette direction. Les Israéliens sont sans défense à ce stade. Ils ne peuvent tout simplement pas se défendre. Alors, combien de dégâts supplémentaires peuvent-ils subir avant de franchir ce seuil politique où cela devient politiquement intenable? À un certain moment, on détruit le dessalement, on détruit l'électricité, on rend la vie en Israël invivable, et les gens vont fuir. Quand les gens fuient, quand Israël se dépeuple, c'est la fin d'Israël. Et je pense que les Iraniens vont dans cette direction. Contrairement aux objectifs américains, les Iraniens avancent réellement vers l'accomplissement de leurs tâches. Et puis l'autre question est, comment faire pour que les États-Unis abandonnent? Vous n'allez pas vaincre l'Amérique militairement. Vous ne le ferez pas. Nous allons faire exploser des cibles à l'intérieur de l'Iran indéfiniment. La seule façon de vaincre l'Amérique, c'est de nous faire abandonner politiquement. Vous ne nous infligerez pas de dommages militaires. Donc, avec tout le respect que je dois, perdre 8 soldats est tragique pour les familles. Mais et alors? Quand nous sommes partis en guerre lors de la tempête du désert, nous avions apporté 10 000 sacs mortuaires et en avions commandé 60 000 de plus. Nous ne les avons pas utilisés, mais nous étions prêts parce que c'est la guerre et qu'en guerre, on perd des gens. L'armée américaine peut encaisser les coups et l'Iran n'a pas encore porté de véritables coups aux soldats. Le coût humain jusqu'à présent est dérisoire. 140 blessés, 8 morts. Rien du tout. Rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale. Nous avons perdu 5000 marines le premier jour en prenant Iwo Jima. 5000 hommes en traversant le jour J. Nous pouvons supporter des pertes. Ce n'est pas comme ça qu'on bat l'Amérique. On bat l'Amérique ici, chez elle. Quand le peuple américain perd la volonté de se battre, souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Il y a un film intéressant, Flags of Our Fathers. James Bradley a écrit le livre, et ils en ont fait un film.
il parle des bons de guerre. Le secrétaire à la marine y prononce un discours important devant les marines. Il dit « Vous savez, nous manquons d'argent. Le peuple américain ne veut plus faire cette guerre. Il en a assez. Nous avons gagné en Europe, pour eux c'est fini. Ils pensent que tout est terminé et ne veulent pas que cela continue. Et nous manquons d'argent. Si nous n'avons plus d'argent, la guerre s'arrête. Nous devons continuer à lever des fonds grâce aux bons de guerre. Votre mission est de donner envie au peuple américain de contribuer pour que cette guerre continue. Votre mission est de convaincre le peuple américain que cette guerre vaut la peine d'être menée. Your job is to convince American people this war is worth fighting. A lot of people don't realize that, how Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point le public américain était épuisé par la Seconde Guerre mondiale et comment la victoire en Europe a en réalité compromis la possibilité d'une victoire au Japon. Ce qui est une autre raison pour laquelle nous avons largué les bombes atomiques. L'idée d'une campagne longue et interminable au Japon, le public américain n'allait tout simplement pas l'accepter. C'était la Seconde Guerre mondiale, quand les Japonais nous ont bombardés à Pearl Harbor, et nous avions toutes les raisons de continuer. Le public américain d'aujourd'hui est en grande partie insensible à cela. Nous sommes ignorants au possible. Nous ne comprenons pas la guerre. Nous ne comprenons pas ce que nous avons fait. La plupart des Américains ne pleurent pas les 186 enfants iraniens morts parce qu'ils s'en moquent. Nous avons déshumanisé les Iraniens sur le plan psychologique. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des personnes à la peau brune. Ce sont des partisans. Ce sont des musulmans. Nous pouvons utiliser tous les termes péjoratifs. Nous oublions qu'ils comptent parmi les peuples les plus cultivés du monde, des milliers d'années de culture et d'histoire. Et ils sont aussi humains que tout le monde, peut-être même davantage, car je les ai rencontrés et ce sont des gens formidables. Mais nous avons construit un bouclier pour nous protéger. Alors, quand le peuple américain essaye de jouer la carte de l'humanité en disant « ce que vous faites est mal », certains répondront « oui, vous avez raison ». Mais la majorité des Américains s'en moquent. Ils vont se laisser séduire par la pornographie de la guerre. Ils vont regarder les explosions et dire « 47 ans que ça se prépare ». Ces salauds d'Iraniens nous en font baver depuis 47 ans. Nous devons faire quelque chose. Et ils disent que le missile a frappé cette école pour enfants. Le président l'a dit. C'était pas nous, c'est eux. Je veux dire, il y a une stupidité collective ici. Le collectif américain est fichu. Mais ce qui se passe, c'est que quand ces respirateurs à bouche regardent la pornographie de guerre, ils se disent « je dois aller acheter de l'essence ». Et puis ils vont à la station-service et disent « attendez une minute, la semaine dernière, c'était 3,11. Aujourd'hui, c'est 3,58. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas autant d'argent. » Ensuite, ils vont au magasin pour acheter de la nourriture et ils ne se rendent pas compte que le prix du diesel a explosé. Donc, cela coûte beaucoup plus cher aux camionneurs de venir. Et donc, les gens qui mettent la nourriture sur les étagères augmentent les prix. La semaine dernière, ça ne m'a coûté que je pouvais acheter une semaine entière de courses pour $250. Maintenant, c'est $375. J'ai pas $125 de plus par semaine pour couvrir tout ça. Que se passe-t-il? Et soudain, la lumière s'allume. C'est pas une question de morale. Ce n'est pas une question de loi. Ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas la Constitution. Maintenant, il y a un impact personnel. Maintenant, il réalise qu'il y a un prix économique à payer. Mais à quoi diable pensait Trump? Ah, voilà la question que vous auriez dû poser dès le premier jour. Et c'est comme ça que nous allons perdre la guerre. L'Iran est en train de créer les conditions pour cela. L'Iran nous a étudiés bien plus que nous ne les avons étudiés. L'Iran connaît l'ennemi bien mieux que nous ne connaissons le nôtre. Je ne crois pas que les Iraniens soient nos ennemis. Si nous devons les traiter comme tels,
nous devrions au moins les respecter suffisamment pour apprendre à les connaître et les étudier. Si nous devons leur faire la guerre, essayons au moins de la gagner. Mais vous savez, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous nous contentons de tout faire exploser. Nous avons tout fait pour perdre cette guerre. Et si les Iraniens parviennent à maintenir le détroit d'Ormuz fermé et à poursuivre les actions contre Israël tout en encaissant les frappes américaines, ils vont gagner cette guerre parce qu'elle ne se gagnera pas sur le champ de bataille. Elle se gagnera ici, sur le front intérieur, lorsque le peuple américain comprendra qu'il y a un coût économique à payer pour cette guerre et que la pression politique montera à Washington, D.C. pour y mettre fin. Israël s'efforçait désespérément d'entraîner l'Azerbaïdjan dans le conflit. Ils pensaient que l'Azerbaïdjan leur donnerait une certaine forme de levier s'ils s'impliquaient dans la guerre. Mais cela semble avoir totalement échoué en raison de ses liens avec la Russie, avec l'Iran et de ce que nous avons pu observer jusqu'à présent. Pendant ce temps, Lindsey Graham supplie désespérément ou menace l'Arabie saoudite de s'impliquer dans le conflit. Qu'est-ce qui lui fait penser que l'Arabie saoudite peut apporter quelque chose à la table? Je pense que, tout d'abord, pour Lindsey Graham, la perception crée sa propre réalité. Plus il parvient à convaincre le peuple américain qu'il existe un front uni contre l'Iran, plus il peut se mettre en avant et jouer les meneurs. Mais s'il s'assoit pour parler de la noblesse de cette cause, puis qu'il regarde autour de lui et voit des États arabes, que nous avons qualifiés d'alliés essentiels, dire non, nous ne nous en mêlons pas cette fois, alors les Américains vont commencer à se poser des questions. Attendez une minute. Si l'Iran représente une telle menace, pourquoi l'Arabie saoudite ne suit-elle pas? Peut-être qu'ils savent quelque chose, puisqu'ils vivent juste à côté. Eux ne semblent pas inquiets comme vous. Et c'est là que les gens commencent à se poser des questions sur tout cela. Je pense donc qu'une grande partie de tout cela n'est qu'une question de perception, celle que Graham veut créer. La perception d'un soutien large et généralisé à ce que fait l'Amérique. Et plus les nations commencent à se détacher, plus nous devenons isolés. Et plus cet homme déjà insensé paraît ridicule. La deuxième chose, c'est que c'est de la pure désespérance à ce stade. Parce qu'on peut être le plus grand supporter du monde. Moi, j'adore mes équipes de football et je peux encourager. Premier quart-temps. Allez les gars, allez. Ils perdent, mais il reste encore une chance. Il reste 3 quarts-temps. Deuxième quart-temps. Allez, vous pouvez le faire. Ils perdent à la mi-temps, mais il reste encore la moitié du match. Troisième quart-temps, c'est miraculeux. Il reste 15 minutes dans le dernier quart et je continuerai à encourager jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, tu pourrais être en train d'applaudir et la foule te dit « Scott, il y a 47-0. Il reste 3 minutes dans le match. On ne va pas gagner. » Et Lindsey Graham regarde le tableau de score en ce moment et ça a l'air plutôt sombre. Je viens de te le dire, c'est un homme ignorant. C'est un homme immoral, mais ce n'est pas un homme stupide. Et il regarde le tableau de score et se rend compte que le temps s'écoule dans ce match et que nous n'avons marqué aucun point. Tu sais, on pensait avoir marqué un point avec Khomeini, mais en réalité, c'était une sécurité. Nous avons perdu 2 points parce que nous nous sommes fait plus de mal en les tuant que si nous les avions laissés en vie. Nous serions dans une meilleure situation que celle où nous sommes maintenant. Mais, tu sais, je viens de te le dire, nous ne supprimons pas les missiles, nous ne détruisons pas la marine, ça n'a aucun sens. Et nous commençons seulement maintenant à nous préparer à faire exploser des bâtiments vides. Pendant ce temps, l'Iran survit. Non seulement il survit, mais il riposte. Alors maintenant, pose-toi la question. Tu es l'Azerbaïdjan. Si c'était la situation, tu veux te joindre à tout ça. Et l'Azerbaïdjan regarde de l'autre côté de la frontière. Le guide suprême est mort.
Les gardiens de la révolution sont divisés. Les gens sont dans les rues en train de crier « Mort à Khomeini » et l'armée s'effondre. N'est pas très efficace. Israël abat tout et s'en sort plutôt bien. Les États arabes du Golfe sont unis. Moi, je me dirais, bien sûr, je signe tout de suite. Je suis dans le corridor de Zangezur, mon ami. Allons-y. Zangezur corridor, baby. Let's do this thing. But we come to him and say, Azerbaijan, you want to come in? Mais nous arrivons et disons « Hey, Azerbaïdjan, tu veux participer ?» Ce corridor de Zangezur, tu te souviens que J.D. Vance était ici le mois dernier? Il t'a promis tout ça. Ouais, mais ils sont vraiment furieux, ils sont unis et ils vont nous démolir. Ils vont s'en prendre à nous. J'ai un petit champ pétrolifère ici, à l'extérieur de Bakou. Ils vont le faire exploser et je n'aurai plus d'argent. Je ne suis plus très enthousiaste à ce sujet. Non, je ne signe pas pour ça. C'est pour ça que l'Azerbaïdjan s'est retiré. Parce que l'Iran n'est pas vaincu. L'Iran a toujours la capacité de punir l'Azerbaïdjan. Mais tu remarques aussi les Israéliens, parce que ce sont les Israéliens qui attaquent les infrastructures iraniennes avec des drones et tout ça. Ils sont désespérés d'entraîner l'Azerbaïdjan dans ce conflit. Mais ce n'est pas le cas. Et à un moment donné, tu sais, l'oléoduc qui transporte, 40% du pétrole d'Israël, ou 45%. Ouais. Eh bien, voilà. Voici les 5% nationaux. Mais le fait est qu'à un moment donné, cela va entrer en jeu. Le truc, c'est que le rôle de l'Iran en ce moment est de rendre la vie invivable en Israël. Ils ne vont pas refaire l'Holocauste. 6 millions de morts et tout ça, pour 9 millions. Ce n'est pas leur objectif. Encore une fois, les Iraniens, cela m'étonne pour être honnête. Parce qu'il y a des gens qui disent « Nous avons tué 1200 Iraniens et en Israël, nous avons perdu 13 morts. » Qui gagne cette guerre? Pas vous, Israël. Les Iraniens n'essayent pas de tuer des gens. C'est ça le truc fou dans cette histoire. Nous en sommes à un stade où les Iraniens savent comment tuer des gens. Ils savent que nous sommes là. Les Américains sont tous regroupés dans les installations des casernes. Les Iraniens ne tuent pas les soldats. Ils le pourraient. Mais regardez ce qu'ils frappent. Des radars, des infrastructures critiques. Jamais ils n'ont visé une grande caserne. Dieu merci, je ne suis pas un commandant iranien. Je suis un salaud assoiffé de sang et je me dirais, tuez-en le plus possible. Mais ce sont des gens moraux et ils se disent non, nous pouvons atteindre nos objectifs stratégiques sans tuer de gens. Et ils ne tuent pas d'Israéliens. Ils ne ciblent pas délibérément Israël. Peu importe à quel point les Israéliens se plaignent de cela, les cibles iraniennes sont très précises, destinées à obtenir des résultats stratégiques très spécifiques. C'est la même chose avec les États-Unis. Et les Iraniens sont intelligents sur ce point, parce que, vous savez, si vous tuez trop d'Américains, nous nous mettons en colère. Et vous ne voulez pas que l'Amérique soit furieuse. Vous voulez que l'Amérique soit en colère à cause des prix de l'essence. C'est là que l'esprit de l'Amérique devrait être, sur le prix de l'essence. Mais 500 Américains morts, je paierai ce qu'il faut à la pompe pour tuer tous ces Iraniens. Tuez-les tous. Vous voulez nous attaquer? Vous voulez tuer mon fils? Tuer mon frère? Vous tuez tous. Et soudain, la guerre continue. Les Iraniens sont intelligents. Ils ne cherchent pas à faire un maximum de victimes. On entend des gens parler fort. On pourrait faire ceci. On pourrait faire cela. Mais ils savent qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils comprennent que s'ils voulaient tuer des Américains, ils savent comment le faire. Ils ne le font pas, délibérément. Alors ils maintiennent le nombre de victimes à un niveau bas, parce qu'aujourd'hui, en Amérique, personne ne dit grand-chose. Je veux dire, on entend des gens dire « 8 gars, ce n'est rien ». Pendant ce temps, 26 militaires américains se suicident chaque jour. Alors, on ne se soucie pas d'eux. Pourquoi se soucier de 8 personnes qui meurent en 12 jours? On ne le fait pas. Je veux dire, on rend les honneurs au retour des dépouilles et tout ce baratin. Combien de gens sont allés rendre visite aux familles? Les voisins, oui,
Mais combien d'Américains vont aller les voir, tenir la main de la mère, de la sœur, du frère et tout ça? Personne. Vous êtes tous des menteurs. Vous vous fichez de ces types. Mais vous vous souciez du prix de l'essence, du prix de la nourriture, du coût de la vie. Et c'est comme ça qu'on brise l'Amérique. On ne brise pas l'Amérique en tuant des Américains. On la brise en vidant leurs comptes en banque. C'est pareil pour Israël. On ne vainc pas Israël en tuant des Israéliens. Écoute, sur le champ de bataille, c'est différent. Le Hezbollah, ils infligent de sacrées pertes aux Israéliens. Et que Dieu les bénisse pour ça, parce qu'ils défendent leur propre terre. Qu'on soit bien clair. Ce n'est pas le Hezbollah qui a envahi Israël. Même s'il y a des rumeurs selon lesquelles ils auraient pris un village israélien dans le nord d'Israël, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on sait qu'Israël est dans le sud du Liban et qu'ils se font massacrer. Je pensais que le Hezbollah avait été vaincu. Non, ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Mais le fait est que les Iraniens jouent un jeu très intelligent. Mon Dieu, le fait qu'ils jouent un jeu aussi habile après tout ce qu'on leur a fait subir. Je veux dire, vous avez tué le guide suprême. Rien que cela appelle vengeance. 186 enfants massacrés et 1200 autres civils tués. Je veux dire, on pourrait penser qu'ils crieraient pour le sang des Américains, qu'ils crieraient pour le sang des Israéliens. Et pourtant, chaque jour, les frappes sont très précises. Elles sont stratégiquement orientées pour atteindre un objectif particulier. On ne vainc pas Israël en tuant des Israéliens. On vainc Israël en rendant leur vie invivable. Et alors, ils partent. Vous voulez détruire l'État sioniste. Détruisez la confiance de la population dans sa capacité à vivre dans l'État sioniste. Quand le peuple israélien se réveillera un matin et dira « Je n'en peux plus, je rentre chez moi », parce qu'ils viennent tous d'ailleurs. Et ils commencent à rentrer chez eux. Alors Israël n'existe plus. On réduit la population jusqu'à un certain niveau. Et soudain, la solution à un seul État devient la seule solution possible, car il n'y a plus aucune justification pour maintenir en vie un État réservé aux Juifs. Israël deviendra la Palestine. Et c'est la direction que les Iraniens veulent prendre. Ils ne cherchent pas à tuer des Juifs, avec tout le respect dû à ceux qui accusent les Iraniens. Ce n'est pas leur objectif. Ce n'est pas ce qu'ils sont. C'est la seule chose que j'ai apprise. Je veux dire, nous savons que la justice iranienne peut être sévère. Je veux dire, moi, vous savez, je ne voudrais pas être homosexuel en Iran. D'accord? Et je ne voudrais pas être un trafiquant de drogue en Iran. Je ne voudrais pas être un adultère en Iran. Je ne voudrais être aucune des choses pour lesquelles la loi islamique a jugé les gens si sévèrement. Si je pouvais donner un conseil aux Iraniens, s'ils voulaient bien l'écouter, je leur dirais « Arrêtez de pendre les gens. Ce n'est pas une bonne image. Si quelqu'un commet un crime, réhabilitez-le en prison. Cessez ces pratiques dures, car ça donne une mauvaise impression à l'étranger. Je vous ai rencontrés, et vous êtes, en réalité, des êtres humains décents. Vous êtes vraiment des êtres humains décents qui se soucient de la vie humaine. Le travail humanitaire qui se fait en Iran est louable. Ils ont un problème d'image. Mais le fait est que la véritable nature du régime, s'ils étaient vraiment les juges pendant que tout le monde accuse, alors ils crieraient vengeance, du sang américain, du sang israélien. Ils essaieraient de tuer le plus de gens possible. Ce n'est pas ce qu'ils font. Leurs frappes sont très délibérées, et on le sait à cause de la précision de leurs cibles. Ils atteignent exactement ce qu'ils visent. Donc, s'ils voulaient frapper une caserne et qu'ils disposaient de bons renseignements, ils sauraient où les soldats américains sont regroupés et ils ont des armes capables de pénétrer ce bunker. Mais ils ne frappent pas ce bunker. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas tuer d'Américains. Ils en auraient parfaitement le droit, mais ils ne le veulent pas. Parce que tuer des Américains mettrait la population américaine en colère et rendrait les choses beaucoup plus difficiles.
cela compliquerait la tâche de briser la population américaine. Garder le nombre de morts bas, maximiser la douleur économique, et ce pays s'effondrera comme un château de cartes. Et nous sommes déjà en train d'aller dans cette direction. Je pense donc que les Iraniens remportent des succès stratégiques sur toute la ligne. Il n'y a pas un seul domaine où je puisse dire qu'ils sont en dessous des attentes. Je veux dire, ils subissent des frappes très dures de la part des deux forces aériennes les plus puissantes du monde. Il ne faut pas minimiser ce qu'Israël et les États-Unis sont capables de faire en matière de destruction. Mais le ciblage, c'est là que tout se joue. On peut avoir le coup le plus puissant du monde, mais si l'on ne frappe pas la bonne cible, on ne gagnera pas. Et en ce moment, les Iraniens ont fait en sorte que nous frappions la mauvaise. Comme je l'ai dit, avec les missiles balistiques, je pense qu'ils ont mené un jeu de leurre très efficace. Et ils ont aussi bien réussi à dissimuler l'emplacement réel de leurs missiles. Et nous n'avons tout simplement pas résolu ce problème. Je ne sais pas si nous le ferons. La marine, quelle importance? Puisqu'ils ferment le détroit d'Ormuz, la marine n'a tout simplement plus d'importance. Je veux dire, c'est tragique. Il n'aurait pas dû couler ce navire. Mais les gens qui se vantent de notre victoire dans cette guerre parce qu'il n'y a plus de marine, ce n'est tout simplement pas un facteur. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante et frapper des cibles industrielles. Le béton sera coulé, ces installations seront reconstruites. Vous ne détruisez pas les objets coûteux qui s'y trouvaient, ils ont été déplacés. Donc, vous visez les mauvaises cibles. Je pense que nous perdons cette guerre, que nous allons la perdre, et que les Iraniens sont en bonne voie de la gagner. Si les choses restent telles qu'elles sont actuellement, nous n'atteindrons aucun de nos objectifs, tandis que les Iraniens atteindront les deux leurs, expulser les États-Unis du Moyen-Orient et détruire le Grand Israël. Quelque chose appelé Israël existera toujours et finira peut-être par être intégré à la Palestine. C'est une question politique pour plus tard. Mais si les Iraniens parviennent à créer des conditions dans lesquelles un tiers de la population israélienne décide qu'elle ne veut plus jouer à ce jeu et s'en va, ce sera une victoire. C'est une immense victoire pour l'Iran. Ils vont dans cette direction. Et de la même manière, ils avancent vers l'affaiblissement de la volonté du peuple américain de soutenir politiquement ce combat. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Oh, merci. Merci de m'avoir invité. Oui, toi aussi. Au revoir.